D'accord. Ok. Ça marche. Bonjour à tous, ici Piero Sangiorgio. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec un collègue, un auteur, Ulrich Genesson. Bonjour. Bonjour Pierrot, ça me fait très plaisir de te parler. Mais pareillement, alors on lit nos livres, on se connaît par livres interposés. Euh, tu as la grande amabilité de m'envoyer ton dernier livre, Bonjour Keto, que tu as écrit avec ton épouse, donc Nelly, et donc Tout toi, à fait. Ulrich Genesson, sur euh, le régime, les recettes, le mode de vie kétogène. Il y a un bon tiers du livre sur qu'est-ce que c'est que ce mode de vie cétogène, keto, paléo. Il y a eu pas mal de modes là-dessus. On va voir un petit peu avec toi ce dont il s'agit. Et puis, bien sûr, des recettes et puis tout un art de vivre autour de ce mode de vie. Alors, raconte-nous un petit peu ton histoire, comment tu t'intéresses à la cuisine. Est-ce que tu es un chef français renommé? Tu habites aux États-Unis, tu vas nous parler de ton aventure. Comment tu t'es intéressé aussi au survivalisme et quels sont les liens entre cuisiner et survivre? Alors ça, c'est beaucoup de sujets, je vais essayer de faire rapide. Donc à la base, je suis un jeune sportif, je faisais du motocross, c'était la passion de ma vie. Un accident de trop, je passe un diplôme d'entraîneur, éducateur sportif moto, et c'est là que j'apprends la nutrition, donc on est en 98. Et puis finalement, je continue d'augmenter mes connaissances en nutrition et je m'aperçois en fait de plus en plus que ce qu'on m'a enseigné en 98, c'était des âneries et ça reposait en fait sur rien. C'est-à-dire que la science derrière, elle n'était pas étayée, il n'y avait rien. Et puis, à le hasard de la vie, malheureux, ma mère en 2009 est touchée par un glioblastome, donc c'est une tumeur cérébrale. Et là, j'explore en fait toutes les possibilités pour essayer de la guérir parce que c'est un cancer particulier dans le sens où les chances de survie, c'est zéro. Quand tu l'as, on te dit, monsieur, vous avez 18 mois, elle a fait 18 mois de combat, chimiothérapie, radiothérapie, etc. Mais là, j'ai découvert déjà beaucoup d'écrits avec le rôle du sucre et du cancer. Donc, on revient aux travaux de Warburg, l'effet Warburg, etc. Malheureusement, elle est décédée en 2010. 2010, je ne savais pas encore ce qu'était le régime cétogène que je découvre en 2013. Mais je n'arrête pas de creuser le sujet. En 2013, je découvre le régime cétogène. J'avais du poids à perdre parce que malgré tout ce qu'on m'a appris en nutrition, malgré que je faisais attention, l'indice glycémique bas, etc., ça n'allait pas. J'avais vraiment beaucoup de poids à perdre. Et je perds 33 kilos grâce au régime cétogène à partir de 2013. Voilà, donc je suis revenu à un poids de jeune homme, 72 kilos, ce qui m'a permis de recourir à pied, de refaire de la moto, etc. Et puis, je n'ai pas cessé en fait de compléter les études scientifiques que j'avais déjà collectées. J'ai lu tous les livres possibles et imaginables sur le sujet. En 2013, il y en avait très peu. Il y en avait 5 en France. Après, il fallait aller dans la littérature anglophone pour se perfectionner. Ce que j'ai fait, mais petit à petit, en fait, on a vu que les connaissances étaient là. Et puis, les études scientifiques, je me suis dit que là, j'avais pas le choix. Il fallait vraiment que j'aille au cœur. Donc, j'ai collecté toutes les études scientifiques sur le régime cétogène. Il y en a 5000 aujourd'hui. La première remonte à 1920. Et c'est là que j'ai pu perfectionner toutes mes connaissances pour pouvoir délivrer un message clair et rendre le régime cétogène simple et compréhensible pour tous, pour toutes les applications qui vont de la perte de poids à l'amélioration de performances sportives et aussi contre la maladie. En parallèle, moi, je suis né dans un petit village donc, de Seine-et-Marne et mes parents ont toujours eu un jardin, il y avait de l'élevage, des poules, etc. Donc moi, je suis né dans les conserves, je suis né et j'avais une grand-mère qui savait cuisiner de façon exceptionnelle et c'est naturellement en fait que ça m'a été transmis. Donc j'ai toujours un goût pour les bonnes choses, les choses naturelles, les plats cuisinés maison, les cocottes en fonte et les poêles en cuivre. Je suis né dedans. Voilà. Donc il y a le sport, la science, la gastronomie, on mixe tout ça et aujourd'hui on est capable, on est en mesure de délivrer un livre comme Bonjour Keto. Avec mon épouse, nous sommes mariés depuis 20 ans et elle a pu connaître ma grand-mère. C'est finalement ma grand-mère qui lui a transmis toutes ses connaissances en cuisine et ce goût pour les bonnes choses et l'innovation, une cuisine simple en fait et bonne à la fois. Voilà. D'accord. Et Alors, en parallèle de tout ça, je suis aussi libertarien, clairement assumé et j'ai vraiment à cœur en fait de rendre les gens autonomes dans leur choix et pas leur dire ce qu'ils ont à faire, mais à leur donner toutes les connaissances nécessaires pour qu'ils puissent se faire leur propre opinion et devenir acteurs de leur santé. alors, tout à fait. J'ajoute que le livre est magnifiquement illustré, comme il se doit dans un livre de recettes. Hein. C'est tout à fait. Je ne sais pas si on voit à l'écran, mais je vous encourage à aller voir la page Amazon ou la page de ton site aux éditions. C'est aux éditions Marabout, hein, le livre. Mais Oui, édition Marabout. tu as un site, je suppose.
Oui, eatfattobeFit.com, il y a un site où il y a vraiment toutes les informations. On a une académie de formation en ligne aussi dessus, sur le régime cétogène, qui est très pointue. On forme des médecins, on forme des naturopathes. C'est vraiment un truc énorme, hein. C'est 25 heures de vidéo, c'est 140 000 mots pour les gens qui savent à peu près ce que ça représente, en 66 selon. Mais je tiens vraiment à saluer mon épouse sur le livre parce que c'est pas facile en fait de mixer les connaissances scientifiques, savoir créer des recettes, qu'on puisse la refaire très facilement et de façon certaine, et les photos. Il y a beaucoup de gens qui font des livres de cuisine et qui utilisent des studios photos parce qu'ils ne savent pas faire de photos. Et alors, la mise en scène et les photos, tout a été fait par ma femme. Il y a 500 photos dans le livre, Et et oui, pas à pas aussi. parce qu'il y en a Et donc, c'est elle qui a tout fait. il y en a encore Voilà. au À la moins base, une centaine, au moins une centaine de recettes. il y a 130 recettes, 60 variantes, mais c'est 500 photos dedans. Il y a les pas à pas pour faire les choses. Je sais pas si on voit, Pour mais que vraiment chacun soit pris par la main et que même avec très peu de… C'était une de nos grandes réussites, en fait, les années passant, c'est de voir des commentaires avec des gens qui disaient oh, « Moi, je cuisinais plus du tout, c'était micro-ondes pizza, et grâce à vous, je me suis remis au fourneau. » Et c'est-à-dire ramener les gens dans les cuisines en utilisant des ingrédients simples, sains, et cuisiner. Et en fait, c'est une de nos grandes réussites. voilà, je confirme. Et puis, ça donne envie là, du gratin franc-comtois. Donc, c'est pas. Alors, souvent, quand les gens voient. Justement, lorsqu'on entend parler kétogène, paléo, etc., on se dit voilà, c'est un truc de viandard. Il n'y a que de la bidoche et du poisson. Non, pas du tout. Là, il y a vraiment, vraiment comme. Et il y a du pain aussi, parce que c'est un gros problème, le pain. Les gens ils disent, je vais être obligé d'abandonner le pain. Et il a développé une recette de pain qui est unique. Et ouais, ça fait vraiment illusion avec le pain traditionnel fait avec de la farine de blé, qui est vraiment exceptionnel. Et ça, c'est des freins en fait qu'on retire sur l'adhésion au régime dans la durée. Les gens le trouvent agréable, donc du coup, ils y restent. Voilà. Alors, peut-être pour reprendre les choses à la base, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est que le cétogène? Alors, le régime cétogène, c'est un mot simple, régime comme régime alimentaire, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on maintient comme une façon de s'alimenter. Et cétogène, ça veut dire qu'on est en état de cétose nutritionnelle. La cétose, c'est quoi? C'est la détection de corps cétoniques dans le sang qui viennent prendre la place du sucre quand on a une alimentation qui est très pauvre en glucides. Et ça doit l'être en tout temps. C'est-à-dire que si, admettons, on jeûne, si on arrête de manger, notre glycémie baisse, nos corps cétoniques augmentent et on est en cétose, mais on ne mange pas. Donc, ce n'est pas un régime cétogène, c'est un jeûne. Mmh. On a inventé en milieu clinique un régime cétogène dans les années 20 contre l'épilepsie, justement pour mimer les effets du jeûne. Et donc, les corps cétoniques venant prendre la place du glucose, en tout temps, on appelle ça un régime cétogène. Donc, il y a plusieurs façons de le formuler, avec plus ou moins de protéines, plus ou moins de lipides, plus ou moins de glucides, selon les personnes et les objectifs. Mais l'idée, c'est de réduire radicalement sa quantité de glucides dans son alimentation. Donc, quand je dis glucides, c'est les sucres et les amidons. Hein, ce n'est pas que les sucres. Souvent, les gens limitent glucides à sucre. En fait, non. La principale source de glucides, c'est l'amidon. Donc, on va trouver dans les pâtes, le pain, le riz, les pommes de terre, etc. Et donc, cette quantité de glucides qui est très basse nécessite que notre corps produise à la base des corps cétoniques pour remplacer les glucides qui viennent de manquer d'alimentation. Voilà, c'est très simple. Et c'est surtout un état totalement naturel. Parce qu'avant l'ère agricole, tous les êtres humains étaient en cétose quasiment toute l'année. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est anormal, un état physiologique, biologique anormal. Au contraire, c'est de ne pas être en cétose, jamais, dans notre mode de vie occidental, qui n'est pas normal. Voilà. Alors, je suppose que la pyramide alimentaire qu'on nous apprend à l'école, elle est à revoir. Elle est quasiment inversée. Alors, c'est-à-dire qu'on peut faire plusieurs types de régimes cétogènes. Comme tu le disais tout à l'heure, il y a des gens qui font un régime cétogène carnivore. Donc, ils vont manger que de la viande, que du poisson, que des œufs, que des produits laitiers. Et puis, il y en a, ils font du régime cétogène avec vraiment beaucoup de légumes. Par contre, il faut se concentrer sur les légumes qui sont les plus pauvres en glucides. Voilà. Donc, la pyramide, elle est un peu à la carte selon ce que les gens veulent faire. Alors, une critique constructive du régime kétogène, parce que je m'intéresse à ce sujet depuis plus d'une dizaine d'années, était celle de dire oui, mais nos ancêtres mangeaient comme ils mangeaient parce qu'ils n'avaient pas accès, notamment, et c'est une critique qui nous vient surtout du monde végétarien ou vegan, etc., ils n'avaient pas les légumes, et du monde intelligent, vegan, et je précise, nos ancêtres n'avaient pas accès aux fruits, aux légumes, aux végétaux
que nous avons par hybridation, par sélection développée au cours des 10 000 dernières années. Ils n'avaient pas les pastèques, ils n'avaient pas les prunes, ils n'avaient pas les melons, ils n'avaient pas tous les légumes que l'on cultive dans le potager. Ici, en ce moment, ça pousse très fort parce qu'effectivement, ils n'avaient pas encore eu le temps de le développer et donc ils se rabattaient sur les noix, les oléagineux naturels, les racines et puis effectivement la pêche, la chasse de gibier et la cueillette de fruits sauvages qui devait être assez hard au niveau, avec très peu de sucre d'ailleurs à l'intérieur. Et, et donc, on nous dit dans cette critique, finalement, ce n'est pas vraiment naturel puisque maintenant on a quelque chose qui est mieux. Et je trouve que dans ton livre, tu adjoins à toutes ces recettes énormément de ces légumes et de ces salades et de finalement de ces herbes qui sont en fait développées modernes. Donc ça amène en fait un équilibre alimentaire. Je ne sais pas si ce terme veut même dire quelque chose pour toi, tu pourras me corriger. Apporte en fait un équilibre différent que celui qu'on peut avoir dans l'imaginaire dont on ne mange que de la viande ou à l'inverse celui du vegan qui en fait bouffe que des pizzas végétariennes et du pain avec la tapenade d'olive par-dessus, ce qui est peut-être pas non plus équilibré en réalité. Alors, je vais donner de façon sincère mon opinion. Alors, c'est une opinion, je peux l'étayer avec de la science, mais ça reste une opinion. Je pense que clairement, l'être humain est un être carnivore. Je pense que nous l'avons été, et j'ai cité les études scientifiques qui le démontrent, nous avons été pendant 2 500 000 ans des chasseurs d'abord, et des chasseurs de grosses proies, pas de petites proies. Parce que tout simplement, le bilan énergétique est simple, c'est plus facile de chasser un bison une fois tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines que de chasser 3 lapins par jour où il n'y a pas de graisse dedans, etc. Bon, donc, la science a pu mettre ça en évidence, et nous sommes de façon opportuniste aussi, quand on a quelques végétaux comestibles. Bon. Le problème, en fait, c'est que le règne végétal est très peu comestible. De mémoire, je crois que 96% de toutes les plantes sur Terre sont des poisons. C'est vrai. Alors qu'il n'y a quasiment rien, à part quelques morceaux de scorpions, etc., qui font être toxiques du côté du règne animal. Donc, clairement, nous sommes des carnivores. Avec la sédentarité, nous avons changé d'alimentation, nous sommes devenus des éleveurs et plus des chasseurs, et nous sommes devenus des agriculteurs. Et comme tu l'as dit, nous avons hybridé, etc. Bon. Mais il y a des choses, par exemple, toi, pour l'anecdote, mon grand-père ne trouvait pas de travail dans les années 30 en France, il est parti s'expatrier au Gabon. Et donc, c'est Albert Schweitzer qui a accouché ma grand-mère en plein milieu de l'Afrique gabonaise, donc en 1949. Et quand on regarde les écrits d'Albert Schweitzer, il t'explique tranquillement que jusque dans les années 1900, c'était des famines chroniques qu'il y avait en Afrique équatoriale, alors que normalement on est censé avoir une végétation luxuriante, etc. Et que les gens sur place étaient totalement dépendants de la chasse. Tous ceux qui s'éloignaient de la chasse, en fait, ils mouraient de faim. Et donc, les fruits et légumes ont été importés par les colons au XVIe, XVIIe siècle au Gabon, mais avant, ils étaient totalement dépendants de la chasse. Ça veut dire que tu as une histoire relativement récente, on est totalement dépendant des sources animales. Alors, je vais te dire clairement les choses. Moi, ça fait bientôt 10 ans que je suis en régime cétogène. On s'aperçoit qu'au début, on cherche à avoir un pour un. C'est-à-dire que quand on mange du pain, on veut un pain keto. Quand on veut retirer la pomme de terre, on veut une purée keto, etc., etc. Et puis, avec le temps, les années passent, on s'aperçoit en fait que les végétaux, on en a naturellement moins besoin. Donc, mon alimentation à moi, elle tire plus avec le temps vers le carnivore. Tu vois ? Donc, je mange des végétaux, je ne suis pas religieux, mais naturellement, on va vers ça. Et puis, quand on regarde de façon scientifique ce qu'on appelle la densité nutritionnelle, c'est-à-dire la quantité de micronutriments dans nos aliments, on s'aperçoit qu'en fait, les végétaux sont très pauvres. Quand on prend 30 grammes de foie de bœuf, par exemple, et quand on regarde ce qu'il y a dedans en vitamine A, vitamine D, zinc, cuivre, etc., en fait, les végétaux, on s'aperçoit que c'est très, très pauvre. Et les fruits, c'est le pire. C'est des bombes à sucre très pauvres en micronutriments, donc minéraux et vitamines. Et raison de plus encore avec les hybridations très récentes qui font que en fait, c'est des calories vides. Ça n'apporte rien. Et ça, j'ai essayé de démontrer avec des travaux très récents dans le livre, où c'est qu'il faudrait manger des quantités, parfois des dizaines de kilos de légumes ou de fruits pour atteindre les niveaux nécessaires en micronutriments, alors que quelques dizaines de grammes de produits animaux les apportent. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment avoir une alimentation qui se rapproche de ce que nos ancêtres avaient. Et donc, je pense que le poisson, la viande, les œufs doivent être au centre de la pyramide. Et bien sûr, selon les goûts, on va mettre plus ou moins de légumes. Sachant que les fruits sont quasiment sortis d'alimentation, à part quelques fraises, quelques myrtilles qui sont pauvres en glucides.
Mais de toute façon, c'est juste pour le plaisir parce que ça apporte rien en fait. C'est quasiment vide. Mhm. Mhm. Voilà, voilà mon avis sur le sujet. Non, mais, Donc, j'ai perdu quelques amis véganes au passage, c'est pas mais grave. je peux l'étayer avec toute la science que je veux. Je sais que politiquement parlant, aujourd'hui, ça fait très bien de dire on est végane pour le réchauffement de la planète, les gaz, les émissions, les animaux, etc. Dire qu'on est végane, c'est très vendeur, c'est très à la mode. Moi, c'est pas mon parti parce que mon parti, c'est la science. Et je vais te donner juste pour l'anecdote, j'ai des amis qui s'appellent Todd et Clément qui sont en Hongrie, qui ont ouvert une clinique qui s'appelle Paléo Medicina. Leur clinique, en fait, ils soignent des pathologies très lourdes qui vont jusqu'au glioblastome, une tumeur cérébrale fatale, sans médicaments, sans la moindre molécule, sans le moindre complément alimentaire, juste avec l'alimentation. Et c'est une alimentation carnivore à 100%. Et ils ont des résultats publiés. Ils inversent des pathologies auto-immunes, etc. On n'est pas dans de la science obscure. Ils publient tous les résultats, des études très longues sur des diabètes, des choses comme ça. Et donc, on s'aperçoit qu'en fait, notre nourriture, c'est vraiment notre première médecine, quoi. Tout à fait. Effectivement, la science russe et puis Peter Noakes, que j'avais interviewé sur le sujet, Oui, ont effectivement des applications, puisque nous sommes ce que nous mangeons, sur les différentes pathologies que nous pouvons avoir, oui. diabète et des choses plus lourdes dont tu as mentionné, qui ont des résultats qui sont acceptés par la science, on n'est pas dans des trucs de rabouteux. Et encore, les rabouteux, c'est pas forcément. C'est simplement que la science ne s'est pas encore penchée dessus. Mais tout à fait, c'est important de le dire. Alors, être justement en bonne santé, ça nécessite une bonne nutrition. Et est-ce que c'est par ce biais-là que tu en es arrivé à connaître ce que je fais et finalement, un bon survivaliste, c'est quelqu'un qui doit manger correctement, en fait. Alors, clairement, moi, je pense que le survivalisme et le régime cétogène, ça va vraiment avec. Pourquoi? Parce que je pense que l'élevage est au centre, plus que l'agriculture. Ça peut être de façon accessoire à l'agriculture pour l'autonomie alimentaire, mais je pense que c'est d'abord l'élevage. Quelqu'un va être parfaitement autonome avec des animaux qu'il va élever sans jardin. Finalement, c'est un peu plus simple. Bon, sauf si tu élèves des bisons, parce que c'est des animaux qui sont un peu difficiles à dompter. Mais sinon, clairement, c'est la clé. Et non, je t'ai connu d'abord par mes activités en tant que libertarien. D'accord. J'ai écrit un tout premier ouvrage en 2011-2012 qui s'appelait Libre, avec 100 auteurs. Et l'objectif, c'était de faire aimer de nouveau la liberté aux francophones. Et c'est par ce biais-là, en fait, que je t'ai connu, parce qu'on a les mêmes idées au niveau économique, au niveau effondrement, au niveau survivalisme. C'est là que j'ai connu le milieu survivaliste et je m'y suis intéressé. Et spontanément, en fait, j'avais déjà les mêmes idées, quoi. Donc, il n'y a pas de divergence. Alors, dans la série Choisir un bon endroit pour vivre, tu vis au Colorado. C'est un État. Alors, euh, c'est un État qui est, comment dire, libertarien, en tout cas dans la région où tu es. Alors, non, en fait, c'est un peu paradoxal parce que l'État est bleu, donc l'État est démocrate, mais le gouverneur, en fait, un peu spécial, était le seul avec qui Trump pouvait discuter. Donc, toi, tu vois, l'idée des démocrates, il n'est pas un peu. Alors, du coup, concrètement, parce qu'il y a la théorie et la pratique, si tu veux. Techniquement, c'est un État démocrate, tu ne devras pas être ici. Mais de l'autre côté, il y a la réalité. Et ce que je peux y faire. Tu vois, par exemple, ici, tu peux aller faire de la moto sur la route sans casque. Tu peux. Enfin, j'ai pas de limite en fait à ce que je peux faire. Demain, je peux acheter 35 acres de terre, acheter ma maison, me mettre en autonomie off-grid, c'est-à-dire pas raccordé à l'eau, pas raccordé à l'électricité, et je fais ce que je veux, quoi. Hein. Techniquement, je n'ai pas de limite. Donc, la politique sur les armes, elle est un peu moins cool que dans d'autres États, mais on peut avoir ce qu'on veut comme arme à feu si on veut se défendre. Je fais ce que je veux. Ici, je fais ce que je veux. Moi, en tant que libertarien français, j'ai jamais été aussi libre de ma vie qu'en vivant ici. Parce que tu sais comment ça fonctionne, les États-Unis, c'est 50 États, c'est 50 façons de faire. Donc, tu vas avoir une liberté sur laquelle on empiète un peu plus dans un État et un peu moins dans l'autre, et inversement. Par exemple, le gouverneur ici a toujours été pro-choix au niveau vaccination. Donc, tu avais une grande partie des enfants qui n'étaient pas vaccinés ici. Mais contre rien. Tu vois, et tu notes une des objections en disant voilà, moi, ici on a les 3 objections médicales, philosophiques et religieuses. Donc tu remplis ton papier, tu dis moi je ne veux pas me faire vacciner, terminé, tu n'es pas vacciné.
Donc, bien. il y a quand même, malgré qu'ils soient démocrates, et malgré que Boulder, là où je vis, ça soit le bastion démocrate, puisqu'ils sont à 75% démocrates ici, Ouais. finalement, en fait, du moment que tu fais chier personne, personne vient t'emmerder, quoi. Tu fais ce que tu veux. Ah, j'aurais pensé que c'était un, tu vois, avec un Boulder étant. Oui, mais c'est parce que c'est riche, donc forcément, il y a ce côté. Alors, c'est rigolo parce que pour l'histoire de la ville, en fait, jusqu'en 1965, ici, c'était un bastion républicain parce qu'il y a Oui, énormément de militaires. Et puis, la ville a beaucoup grossi. Ils sont passés de 30 000 habitants à plus de 100 000. ouais, Et beaucoup de Californiens sont arrivés. Et en fait, c'est les gens qui sont arrivés de Californie qui ont fait basculer l'État côté démocrate. Donc, du coup, si tu veux, le Colorado est coupé en deux. Tu as toutes les séries de grandes villes. Donc, ça va être Fort Collins, Boulder, Denver et Colorado Springs au sud, où là, c'est très démocrate. Colorado Springs étant républicain. Et après, tout le reste dans les montagnes, c'est des bastions républicains avec les drapeaux libertariens partout. c'est ça. Voilà. L'État est très coupé en deux. Mais la C'est majorité, marrant. elle est démocrate. C'est marrant. En tout cas, où les gens qui nous écoutent, où peuvent-ils en apprendre plus sur ton livre ou sur Eh ben, toi? écoute, sur mon site itfattobefit.com, il y a toute une page de vente qui explique tous les détails du livre, etc. Mais sinon, il est partout. Il est à la FNAC, il est sur Amazon, Ouais. il est donc chez tous les libraires, bien sûr, les espaces culturels, en France, en Belgique, en Suisse et même au Québec. Il est à peu près partout. Marabout est un gros éditeur, bien distribué. Oui. En tout cas, je le conseille vivement. Et puis en plus, pour 25 euros, vous avez une Bible. C'est souvent les livres de Marie. 450 pages. Voilà, Ouais. c'est un sacré bouquin, entièrement en couleur, illustré. Il donne de l'appétit, ça me donne des idées pour ce soir. Je vous le recommande. Euh, Merci, Pierrot. Parfait. Bon, on se reparlera. Je vais devoir couper parce qu'il y a un souci technique qui fait que la durée de l'interview doit être limitée. Mais reste en ligne, on D'accord. va, on va continuer. Et Ouais. au-delà de lire le livre, eh bien, voilà, l'idée d'être en bonne santé pour survivre. Ça ne sert à rien d'être armé jusqu'aux dents, d'avoir des stocks de nourriture à n'en plus finir et mourir de crise cardiaque parce que vous bouffez C'est ce que dégueulasse. j'arrête pas de. Voilà, je prône ça aussi, le survivalisme. En fait, la base pour moi, c'est d'être en santé. Parce qu'être en santé, ça veut dire bien vieillir, pas avoir besoin de médecins, pas avoir besoin de médicaments. Et c'est pour moi la base. Absolument d'accord. À très bientôt. À très bientôt. Merci.